Les funérailles de Daria Dugina, la fille de l'idéologue russe Alexandre Dugin, tuée dans l'explosion de sa voiture, ont eu lieu ce mardi à Moscou. La plateforme de Crimée qui réunit les États soutenant l'Ukraine rassemble une soixantaine de leaders et institutions à Kiev par vidéo interposée. Ils réclament 10 millions de dollars. Des hackers bloquent depuis samedi soir le système informatique d'un hôpital situé en région parisienne. Baisse de la production, vendanges précoces, la filière viticole souffre des effets du changement climatique. Elle cherche déjà des solutions pour se renouveler. Les funérailles de Daria Dugina se sont tenues ce mardi à Moscou. La fille de l'idéologue Alexandre Dugin, âgée de 29 ans, est décédée samedi soir dans l'explosion du véhicule qu'elle conduisait près de la capitale russe. Dans sa prise de parole, l'écrivain ultranationaliste élève sa fille au rang de martyr de la nation. Le prix le plus élevé que l'on doive payer, c'est-à-dire perdre son enfant, ne peut être racheté que par la plus grande réussite, notre victoire. Elle a vécu pour cette victoire et elle est morte au nom de cette victoire, notre victoire russe, notre vérité, notre foi orthodoxe, notre pays, notre État. D'après Moscou, Kiev aurait commandité l'assassinat. Sergueï Mironov est un député russe. Les bourreaux et les cerveaux sont à Kiev et l'un des cerveaux est M. Zelensky en personne. Ils seront inéluctablement confrontés à la justice internationale. La racaille fasciste doit être anéantie dans sa tanière à Kiev. La dénazification complète de l'Ukraine est impossible sans la liquidation du régime fasciste criminel de Zelensky. D'après les services secrets russes, cette femme ukrainienne aurait suivi Daria Dugina pendant plusieurs jours avant de commettre l'attentat sur ordre de Kiev. Il s'agit d'une mère de famille née en 1979 qui se serait ensuite enfuie en Estonie avec sa fille de 12 ans. Kiev dément formellement toute implication. Dans un tweet, un responsable ukrainien accuse les services russes d'être à l'origine de l'attaque. La première d'une longue série destinée à susciter le soutien de l'opinion publique dans le contexte de guerre, poursuit-il. La guerre a commencé en Crimée et elle se terminera en Crimée. C'est ce qu'a martelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en ouvrant le sommet de la plateforme de Crimée. Une soixantaine de dirigeants ou institutions sont présents pour cette édition qui réunit les principaux États soutenant l'Ukraine et qui se tient à Kiev, dans un endroit protégé. Si le président de la Pologne, fidèle allié de l'Ukraine, s'est déplacé, les autres leaders ont envoyé des messages. Varsovie souhaite persuader d'autres pays d'aider Kiev. Le premier sommet de l'initiative Plateforme de Crimée avait eu lieu à Kiev il y a juste un an afin de trouver les moyens de rendre à l'Ukraine la Crimée annexée en 2014 par Moscou. Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un message vidéo « Nous ne pouvons avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va de notre liberté, à toutes et à tous, et de la paix dans toutes les parties du globe. » En dépit de la guerre et des risques encourus, l'Ukraine relance son championnat de football de première division. Ce dernier a été interrompu cet hiver après le début de l'invasion russe. Le coup d'envoi de la saison va être donné ce mardi avec en match d'ouverture le métalliste de Kharkiv face au Shakhtar Donetsk. La vie continue en Ukraine et le football est l'une de ces activités qui donnent des émotions à tout le pays et à ceux qui se battent pour nous tous. Le football est donc essentiel pour nous en tant qu'équipe, non seulement pour le FC Shakhtar, mais aussi pour toute la première division ukrainienne, afin de nous aider à continuer à vivre en montrant au monde que le football continue. Par mesure de sécurité, les rencontres se dérouleront à huis clos, sans spectateurs dans les tribunes, dans la région de la capitale Kiev ou de l'ouest du pays. À chaque sirène signalant un raid, le match sera interrompu. Joueurs et officiels devront se réfugier dans des abris souterrains. Donald Trump contre-attaque 2 semaines après la perquisition de sa demeure de Mar-a-Lago en Floride. Les avocats de l'ancien président ont déposé lundi un recours pour empêcher provisoirement l'analyse des documents saisis par le FBI. Ils réclament la nomination d'un expert indépendant pour déterminer les documents susceptibles de rester confidentiels.
De nombreux documents classés top secret ont été saisis. Les enquêteurs soupçonnent l'ex-locataire de la Maison Blanche d'avoir violé une loi sur l'espionnage qui encadre très strictement leur détention. Les avocats du milliardaire dénoncent le traitement injuste dont est victime leur client, réaffirmant qu'il est le favori de la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 s'il décide de se porter candidat. Elle aurait fait perdre $1 milliard à l'État. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner est poursuivie pour corruption. En cause des marchés publics attribués frauduleusement alors qu'elle était chef d'État de 2007 à 2015. Le procureur a requis lundi des peines lourdes à son encontre. Cette partie demande que Cristina Elizabeth Fernandez soit condamnée à 12 ans de prison et à l'interdiction spéciale et perpétuelle d'exercer une fonction publique. À 69 ans, Cristina Kirchner reste très populaire à gauche, mais aussi très clivante. Des rassemblements spontanés de partisans et d'opposants se sont produits lundi soir à Buenos Aires. Elle a volé, c'est prouvé. Elle doit aller en prison, c'est tout. À propos de Cristina, chaque fois qu'ils voudront la toucher, nous descendrons dans la rue parce que je fais partie d'une génération dont elle a sauvé la vie. Cristina Kirchner a reçu le soutien de l'actuel président de centre-gauche Alberto Fernandez qui a dénoncé lundi soir dans un communiqué une persécution juridique et médiatique. Actuellement présidente du Sénat, elle bénéficie d'une immunité parlementaire que seule la Cour suprême peut lever. Cette procédure a démarré en 2019 et a été suspendue pendant la crise sanitaire. Elle intervient à un peu plus d'1 an des élections générales. Après les réquisitions viendront début septembre les plaidoiries de la défense. Le jugement ne devrait être rendu que vers la fin 2022. Plus de 1300 migrants ont traversé illégalement la Manche vers le Royaume-Uni ce lundi, un record depuis 2018. Parmi les passagers de 27 embarcations de fortune, plusieurs enfants en bas âge. Malgré une météo favorable ce jour-là, la traversée de la Manche reste très périlleuse. Selon le ministère britannique de la Défense, 22 600 personnes sont entrées par cette voie depuis le début de l'année dans le pays. Un hôpital français à l'arrêt à cause d'un piratage informatique. Cela se passe à Corbeil-Essonnes, au sud-est de Paris. Depuis samedi soir, des hackers demandent une rançon de 10 millions de dollars pour débloquer les services de l'hôpital. Les logiciels métiers, les systèmes de stockage et d'information utilisés pour l'admission des patients sont inaccessibles. Résultat, les dossiers papier font leur retour. L'hôpital affirme que les patients hospitalisés ne sont pas affectés, mais que les nouvelles admissions sont compliquées. Les urgences sont donc désormais orientées vers d'autres établissements de la région. Ce dimanche, l'hôpital a déclenché un plan blanc pour assurer la continuité des soins. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Ces bugs pourraient durer 3 semaines. Le secteur du vin devra mûrir s'il veut faire face aux défis du changement climatique. Teneur en sucre et en alcool plus élevée, modification du goût, précocité des vendanges, les effets du réchauffement de la planète sur la production viticole sont déjà bien visibles. Alors face aux enjeux, la filière cherche des solutions. Elle compte notamment améliorer la connaissance des zones viticoles et mise sur des espèces plus résistantes. Les leviers pour y arriver, c'est une transition sur les cépages, le type de porte-greffe qui peut amoindrir ou atténuer en fait l'effet du changement climatique en permettant un enracinement plus profond, une alimentation donc en eau des plantes plus importante, et en même temps certains cépages qui vont être moins producteurs avec des teneurs en sucre plus basses, ça existe, et donc c'est un levier qui va pouvoir être utilisé. Les professionnels du secteur entendent aussi s'interroger sur l'évolution du marché et les habitudes de consommation. Donc le vin, en tout cas en France, repose beaucoup sur l'idée de la tradition, et donc de quelque chose qui se perpétue à l'infini et à l'identique. Et la question qui va se poser à nous, c'est comment, en même temps qu'il y a cette transition-là, il y a une transition sur les goûts et une transition sur l'offre. Enfin, la production viticole se prépare à adapter ses conditions de production et de récolte. Elle prévoit par exemple l'aménagement des horaires des travailleurs agricoles en fonction des températures,
ou encore le développement de nouveaux outils comme la robotique.